Voici une nouvelle stratégie du régime sanguinaire de M. Kagame, un mauvais voisin, un mauvais Africain antipathique, à la base du désastre de l'Est de la RD Congo, et comme cela ne suffisait pas, voici encore sa nouvelle stratégie. Après avoir refusé de rejoindre Luanda avec ses acolytes du M23 le 18 mars, voici la lettre qu'ils ont envoyée au secrétaire général des Nations Unies. Plus de 400 signataires, originaires de plus de 50 pays provenant des 4 coins du globe, ont écrit une lettre au secrétaire général des Nations Unies. Des écrivains, artistes, hommes d'État, journalistes, représentants religieux, survivants de génocide, chercheurs et universitaires ont uni leurs voix pour briser le silence pesant sur les persécutions des Tutsis congolais. Parmi ces éminentes personnalités, on trouve des scientifiques et académiciens tels que le professeur indien Biberan Nayak, récipiendaire d'une médaille d'or en sciences géologiques, le professeur brésilien Carlos F. Graef, le professeur Josias Semujanga, membre de la Société royale du Canada, le professeur Jean-Pierre Karedjai de l'Interdisciplinary Genocide Studies, la présidente de l'Université américaine de Bulgarie, Dr Margie Ensign, des historiens spécialisés dans la région des Grands Lacs, tels que Vincent Duclerc et Jean-Pierre Chrétien. Plusieurs écrivains de renom tels que Boubacar Boris Diop, lauréat du prix international de littérature Neustadt 2022, Gaël Faye, lauréat du prix Renaudot 2024, Dominique Sélis et Yolande Mukagassana ont signé la lettre. Les signataires considèrent que le conflit dans la région orientale du Congo a été réduit à une unique narration, celle de la menace de fragmentation de l'État et de l'exploitation de ses ressources. Le monde demeure largement indifférent à l'exclusion des Tutsis congolais, tandis que l'incitation à leur extermination est soutenue par certains acteurs politiques congolais. Ils soutiennent une perspective holistique de la crise en procédant à un réexamen de ses causes profondes. Monsieur le secrétaire général, nous, écrivains, artistes, journalistes, religieux, avocats, membres de la société civile, chercheurs et professeurs des universités d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie, unissons nos voix pour exhorter respectueusement l'Organisation des Nations Unies à ne pas répéter les mêmes tragiques erreurs d'appréciation que lors du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Des graves événements de l'Est du Congo plongeant leurs racines dans l'histoire, n'émerge qu'un récit unique: le risque de balkanisation du Congo et l'exploitation de ses richesses. On passe ainsi sous silence l'exclusion des Tutsis congolais, dont l'extermination est de plus en plus ouvertement évoquée par certains acteurs politiques. Cette guerre, aussi abominable soit-elle, ne saurait être réduite à une seule de ses causes. Elle résulte plutôt d'un mélange explosif de tensions sociales et économiques qui se sont progressivement cristallisées en une crise identitaire et en conflit armé. Il est impératif de conclure un cessez-le-feu immédiat afin de préserver des vies humaines et d'ouvrir la voie à une solution négociée. Le meilleur moyen d'y parvenir n'est certainement pas de répéter l'accusation particulièrement simpliste selon laquelle le Rwanda soutiendrait le mouvement du 23 mars, M23, dans le seul but d'exploiter les ressources naturelles du Kivu. Cette interprétation univoque, largement relayée par les médias, choisit d'ignorer les atrocités épouvantables commises au grand jour contre les Tutsis congolais tués, mutilés et parfois dévorés par leurs bourreaux. Elle exacerbe en outre les tensions et alimente les discours de haine. L'actuelle escalade militaire en est du reste une conséquence directe. Nous vous invitons par la présente à privilégier la recherche d'une solution durable prenant en compte les causes profondes de ce conflit. Telle est à nos yeux la démarche adéquate pour assurer, à travers la stabilité de la région des Grands Lacs, la sécurité et le bien-être de millions d'hommes et de femmes ne demandant qu'à vivre dans la tranquillité. Nous jugeons tout aussi important de bien identifier les principales forces présentes sur le terrain ainsi que leurs objectifs et leur philosophie politique. Le M23 fait face à l'armée congolaise, appuyée par les FDLR, désignée comme une entité terroriste en raison de leur idéologie génocidaire qui est aussi celle des Wazalendo, composée de plus de 200 autres groupes armés. Outre des mercenaires européens et les forces des Nations Unies, le Burundi, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi entre autres pays se battent aux côtés de l'armée congolaise. En plus d'exploiter les ressources naturelles du Congo et de semer la terreur par des viols massifs et des tueries brutales, les groupes armés FDLR et Wazalendo organisent le recrutement forcé d'enfants soldats. Quant à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, elle s'est malheureusement éloignée de son objectif de maintien de la paix en s'associant étroitement à ces groupes armés entretenus par le gouvernement de Kinshasa.
Monsieur le secrétaire général, ce conflit résulte en grande partie du défaut d'intégration de populations regroupées malgré elles au sein de nouvelles configurations frontalières établies par les autorités coloniales. Il est également motivé par le refus de prendre en compte des mouvements migratoires dans la période ayant précédé et suivi les indépendances africaines. Une autre de ces causes est la restriction de la citoyenneté à des critères ethniques et physiologiques. Il est aisé de comprendre que les épreuves subies par les populations Tutsi du Congo ont laissé des séquelles dans leur psychisme. Depuis 3 décennies, des centaines de milliers d'entre eux sont condamnés à une vie précaire dans des camps de réfugiés au Burundi, en Ouganda, au Kenya et au Rwanda s'ils n'ont pas trouvé refuge dans plusieurs pays occidentaux. Face à l'indifférence ou à la complicité de l'État congolais, certains d'entre eux ont pris les armes pour assurer leur propre défense. C'est dire que ce conflit ira en s'aggravant tant que la question de la nationalité des Banyarwanda du Congo ne sera pas résolue. Aucun groupe humain ne peut accepter indéfiniment la négation de son être même et, sauf votre respect, les résolutions de l'ONU sont bien dérisoires face à un tel dilemme existentiel. Nous nous permettons aussi de vous faire remarquer que la tragédie vécue par les Banyamulenge, Tutsis du Sud Kivu, ne correspond en aucun cas à la fable simpliste que l'on cherche à imposer au monde. Le M23 est en effet né et évolue en dehors des territoires traditionnels des Banyamulenge, dans des zones où les ressources minières sont négligeables. Pourtant les Banyamulenge subissent depuis plus de 7 ans, sur la base de cette fausse assomption, les attaques des forces armées congolaises, FARDC, et de diverses milices ethniques telles que les Mémés. Au nord Kivu, les génocidaires FDLR ont vu leur rang grossir dans les zones qu'elles contrôlaient avant d'en être délogées par le M23. Elles s'y étaient livrées pendant longtemps et en toute impunité à toutes sortes d'exactions. L'État congolais, au lieu de réagir, les laissait au contraire exploiter les minerais et le bois revendus sur le marché mondial avec la complicité de certains politiciens. De plus, elles percevaient des taxes dans les régions sous leur contrôle. Cette situation a contraint de nombreux Tutsis à chercher refuge dans les pays voisins. Monsieur le secrétaire général, l'étude approfondie de l'histoire complète de la région démontre que l'émergence du M23 n'est pas la cause, mais bien la conséquence de la privation systématique des droits humains des Banyarwanda et des Tutsis en République démocratique du Congo, faisant d'eux des citoyens de seconde zone interdits de participer pleinement à la société civile. Julius Nyerere savait donc de quoi il parlait lorsqu'il a mis en exergue en 1996 l'indissociabilité des habitants de cette partie de l'Afrique. Il est inutile, disait-il, de respecter les frontières sans respecter les individus qui se trouvent à l'intérieur de ces frontières. Par conséquent, en abordant la question du respect de la frontière établie entre l'Allemagne et la Belgique, il est essentiel d'envisager également le respect des populations concernées par cette division. On peut déduire de tout cela que l'émergence du M23 n'est pas la cause, mais bien la conséquence de la question des Banyarwanda et des Tutsis en République démocratique du Congo. Permettez-nous de soumettre à votre réflexion les faits particulièrement significatifs que voici. 3 ans après l'indépendance du Congo, 1960, le Nord Kivu a vécu une période de troubles connue sous le nom de guerre de Kanyarwanda. Le leader Nand, Denis Paluku, a proclamé la souveraineté du Nord Kivu contre Kinshasa. Ses collègues rwandophones se sont opposés à lui et prôné l'unité du Congo. En réaction, Paluku avait décidé d'envoyer une expédition punitive dans le Masisi. Les Tutsis étaient arrêtés et exécutés à Kiroshi. En ce temps-là, le M23 n'existait pas. Dans les années 80, des étudiants Tutsis ont été molestés sur le campus de Kinshasa au cri de « Vive la nationalité zaïroise ». À mort les usurpateurs de notre nationalité. Un tract appelait aussi à « éradiquer partout et dans leur intégralité ces serpents, les étudiants Tutsis, qui veulent nous mordre ». On pouvait également y lire ceci. Tous les écrits reconnaissent que les Tutsis se trouvant au Zaïre sont des immigrants et partant ne doivent pas bénéficier des mêmes droits que les fils authentiques de ce pays. En ce temps-là, le M23 n'existait pas. En 1991, les Tutsis congolais ont été interdits de participation à la conférence nationale souveraine, sous prétexte qu'ils n'étaient pas zaïrois. En ce temps-là, le M23 n'existait pas. Pendant la Deuxième République, surtout à partir des années 80, les Tutsis rwandophones avaient la possibilité d'être électeurs sans pour autant être éligibles. En ce temps-là, le M23 n'existait pas. La Constitution de la République démocratique du Congo a été modifiée à plus de 7 reprises, chaque révision étant associée à la question des rwandophones. En ce temps-là, le M23 n'existait pas.
Il est clair à nos yeux que la communauté internationale commet une erreur aux effets potentiellement dévastateurs en s'imaginant que l'élimination d'un seul groupe rebelle et l'imposition de sanctions contre le Rwanda suffiront pour restaurer la paix dans l'est du Congo. Monsieur le secrétaire général, s'il est une leçon à tirer de ce conflit, c'est que la coopération entre l'État congolais, la MONUSCO, les Wazalendo et les FDLR a contribué à accroître la militarisation de la région et à attiser la haine envers les Tutsis de la rez-de-chaussée et du Rwanda. Une telle alliance militaire et idéologique entretient une sorte de guerre perpétuelle et éloigne chaque jour un peu plus la paix que votre organisation a pour mission de promouvoir. C'est ce qu'avait bien compris l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, quand il alertait sur le danger d'un conflit de longue durée en ces termes. Si le gouvernement congolais ne protège pas les Tutsis congolais, alors le M23 continuera d'exister, car ils auront des armes pour se défendre. Selon nous, pour une paix et une sécurité durable dans la région des Grands Lacs, il est nécessaire de réexaminer le rôle et la nécessité de la MONUSCO aujourd'hui, de réexaminer les causes et les conséquences de la faillite des Nations Unies dans la prévention et la lutte contre le génocide des Tutsis, et la possibilité d'un génocide contre les Tutsis congolais à la lumière de la Convention de Genève, des rapports de l'Union africaine ainsi que ceux de Duclerc et de Muy. De prendre au sérieux les préoccupations sécuritaires du Rwanda en neutralisant les FDLR et leur idéologie génocidaire qui gangrène depuis 1994 toutes les anciennes colonies belges. De passer en revue les nombreux accords entre le gouvernement congolais et le M23 en vue de déterminer ce qui a empêché leur application. D'arrêter et décourager tout appui militaire au gouvernement congolais tant que ce dernier continuera à faire appel à des génocidaires, à des mercenaires et à des milices dont le programme politique se limite à l'extermination des Tutsis, de désigner un ou une représentante des Nations Unies crédible aux yeux des deux parties. Son rôle de médiation viserait à promouvoir la paix en impliquant les communautés locales, de réaffirmer le double principe de l'intangibilité des frontières congolaises et du droit inaliénable des communautés Tutsis ou rwandophones de vivre en toute sécurité, sur leur terre natale et ailleurs au Congo, de consulter les archives des accords paraphés par la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre en vue d'entériner la partition du territoire rwandais. Il n'est à notre avis meilleur moyen de confirmer le statut des Tutsis du Nord Kivu en tant que citoyens et population autochtone de l'actuelle République démocratique du Congo, de garantir la sécurité des minorités en encourageant une éducation aux valeurs favorisant la compréhension de l'identité congolaise à travers le prisme de l'individu citoyen plutôt que de l'appartenance à une tribu, ethnie. De mettre en place une commission internationale neutre chargée d'enquêter sur les contrats miniers ainsi que sur les pratiques liées à l'exploration, à l'exploitation, à la commercialisation et au financement de l'économie des minerais, des terres rares et des exploitations agricoles et forestières dans toute la République démocratique du Congo, d'encourager les initiatives de paix initiées par des pays africains, des institutions religieuses telles la Conférence nationale du Congo, CENCO, en collaboration avec l'Église du Christ au Congo, ECC, et récemment celle de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, Monsieur le secrétaire général. Nous attendons de vous que vous preniez, à l'inverse de celui qui occupait vos fonctions en 1994, la mesure des périls qui menacent des populations civiles sans défense et dont le seul tort est d'être ce qu'elles sont, des Tutsis. Nous pensons qu'il est urgent de procéder à une analyse moins tendancieuse et étriquée de la situation du Kivu, préalable nécessaire à toute solution durable. Nous ne saurions trop insister sur le fait que la focalisation exclusive sur le M23 et le Rwanda est suspecte et encourage les discours venimeux chez les extrémistes de plus en plus hardistes qui trouvent dans les médias sociaux un moyen efficace de populariser leur idéologie de haine. Le génocide de 1994 au Rwanda est encore dans toutes les mémoires. L'ONU a certes présenté ses excuses aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, mais tout porte à craindre que 32 ans plus tard elle se verra hélas contrainte de présenter ses excuses aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Congo. Nous vous invitons à prendre vos responsabilités face aux menaces sur lesquelles nous avons tenu à attirer votre attention. Il n'en va pas seulement du destin des populations des Grands Lacs et de leurs besoins de sécurité. Il en va aussi de la crédibilité des Nations Unies et de l'honneur de l'humanité. Accent aigu fléchissons ensemble chers compatriotes, cette lettre adressée au secrétaire général de l'ONU par des signataires prétendument représentatifs des Tutsis congolais est une tentative évidente de manipulation politique orchestrée par le régime rwandais pour justifier son ingérence récurrente dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée. Cette stratégie, bien rodée, vise à renverser la responsabilité des massacres et des conflits sur l'État congolais tout en minimisant le rôle direct du Rwanda dans l'instabilité persistante de l'Est du Congo.
La rez-de-chaussée est une nation multiculturelle et multiethnique comptant plus de 450 ethnies, toutes intégrées dans le tissu national. Prétendre que les Tutsis congolais font face à une exclusion systématique est un mensonge visant à créer une victimisation artificielle. Les Banyarwanda, groupe comprenant aussi bien des Hutus que des Tutsis, ont toujours joui de droits citoyens, et plusieurs de leurs membres occupent des postes à haute responsabilité au sein du gouvernement et de l'administration congolaise. Le soutien du Rwanda au M23 est un fait établi et documenté par divers rapports des Nations Unies et d'autres organisations internationales. En prétendant que le M23 est une réaction à une discrimination supposée, les auteurs de cette lettre cherchent à occulter la véritable nature de cette rébellion. Une milice armée, financée et équipée par Kigali dans le but de piller les ressources naturelles de la rez-de-chaussée et de maintenir une instabilité chronique pour empêcher tout développement économique et politique du pays. L'histoire du Congo n'est pas celle d'une persécution des Tutsis congolais, mais bien celle d'une nation qui lutte pour son intégrité territoriale face à des ingérences étrangères. Le M23 n'est pas un mouvement de légitime défense, mais une force supplétive de Kigali, responsable de massacres, de déplacements forcés et de crimes de guerre. La communauté internationale ne doit pas tomber dans le piège de la désinformation rwandaise. Les signataires de cette lettre, qu'ils soient chercheurs, écrivains ou journalistes, ont manifestement été manipulés ou achetés pour servir la propagande rwandaise. La présence de non-rwandais bien connus pour leur militantisme pro-Kigali confirme que cette initiative n'est qu'une énième tentative d'instrumentalisation de la communauté internationale. L'ONU ne doit pas céder à ce chantage émotionnel visant à masquer les véritables enjeux du conflit. Plutôt que de se laisser influencer par des discours biaisés, la communauté internationale doit condamner sans équivoque l'ingérence du Rwanda en rez-de-chaussée et exiger le désarmement total du M23. La rez-de-chaussée a le droit inaliénable à sa souveraineté et à la paix sur son territoire. Toute tentative de diviser artificiellement la population congolaise sur une base ethnique ne sert que les intérêts des ennemis de la paix. En conclusion, cette lettre est un outil de propagande visant à manipuler l'opinion publique et à justifier l'ingérence rwandaise en RDC. Le secrétaire général de l'ONU doit rejeter cette tentative de désinformation et concentrer les efforts internationaux sur la restauration de la souveraineté congolaise et la fin de l'impunité des agresseurs.